Moi, je vous propose donc d'engager une petite discussion avec la professeure, voilà, sur un aspect ou un autre de sa présentation, mais peut-être au-delà. Vous avez pu suivre avec moi que c'est un parcours inspirant. Je pense qu'il parle à beaucoup d'entre nous ici, parce que nous sommes tous peut-être en train d'enjamber un pont, mais ce n'est pas pour totalement démissionner de ce que nous étions, c'est peut-être pour embrasser les défis de l'heure, faits de complexité et d'exigence, surtout d'une exigence d'interdisciplinarité, de coopération, de collaboration. Je voudrais donc laisser la parole à qui voudrait la prendre pour des questions. Bonjour une fois de plus à tout le monde. Moi c'est Cyril Sandé, étudiant-chercheur au département de langue africaine et linguistique à l'université de Yaoundé 1. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Gay de nous avoir conviés à cette première édition de l'Institut des humanités numériques d'Afrique francophone. Je voudrais par ailleurs féliciter tous ceux qui ont été retenus en tant que participants. Je voudrais féliciter le professeur Elisabeth Beau pour avoir fait le déplacement de l'Allemagne jusqu'ici pour nous faire cette leçon inaugurale sur les humanités numériques. Les humanités numériques sont pour nous, pour moi personnellement, quelque chose de nouveau. Et puis, en tant qu'étudiant-chercheur, je m'intéresse beaucoup plus au traitement automatique des langages. Ma question est de savoir, est-ce qu'il existe une frontière nette entre les humanités numériques et les traitements automatiques du langage? Permettez-moi de poser la seconde. En suivant votre exposé tout à l'heure, j'ai constaté par endroit que vous faisiez la différence entre les Digital Humanities et les Humanities Computing. Donc j'aimerais savoir quelle distance, quelle barrière existe entre les Digital Humanities et les Computing Humanities. Merci. Alors, selon moi, il n'existe pas une frontière nette entre traitement automatique des langues, mais il y avait, et pour ça c'est un petit peu difficile, historiquement, il s'est créé une rupture, et c'était aussi les ressources linguistiques, par exemple, et le traitement automatique des langues, c'est assez dissocié des humanités. C'était un développement dans les années 70, aussi 80, ça avait à faire aussi beaucoup avec de l'argent, avec les industries des langues et tout ça. Mais maintenant, je trouve... et j'ai pas mis les diapositives sur la collaboration avec l'ARIM par exemple. Je vois qu'il y a un rapprochement et il y a beaucoup de projets des humanités numériques qui collaborent avec NLP et le traitement automatique et comme ça. Et on cherche de les mettre ensemble parce que aussi les traitements automatiques des langues peuvent apporter beaucoup de choses au projet des humanités numériques.
Alors là, je pense il faut chercher la collaboration aussi. Au début, c'était très très difficile parce que les humanités étaient seulement les humanités, non? L'ingénierie et cet autre champ avait beaucoup plus d'argent, plus de prestige et tout ça. Alors, ce que nous connaissons tous, je pense, tous, avec les hiérarchies des sciences dans le monde. L'autre question, Humanities Computing et humanité numérique. Au début, on parlait seulement de Humanities Computing. Et c'était plutôt vu comme application de l'ordinateur aux humanités. Et après, je pense que c'était plus ou moins dans les années 2000, quelque part, on discute encore, on a changé le nom. Moi, quelquefois, je fais la différence entre Humanities Computing en parlant des outils, surtout des méthodes et des pratiques, et des humanités numériques comme épistémologie. Alors, cette épistémologie comprend des méthodologies, des pratiques et tout ça, et c'est surtout une nouvelle manière de créer le savoir. Et on peut faire cette distinction, c'est comme une distinction entre le petit et le global. Un petit peu comme ça, non? Mais pas comme... beaucoup de gens ne parlent même plus de Humanities Computing, non? Ça répond à votre question? Merci. Moi, j'aimerais bien poser une question, en attendant que d'autres questions laissent peut-être de nos esprits. Nous allons prendre encore 5 minutes pour cela, parce que je sais que nous avons des agendas chargés. Professeur, en vous suivant et en travaillant à vos côtés depuis quelques temps, je constate que vous avez parlé même d'un colloque qui a changé votre vie. J'aimerais vraiment que vous nous parliez davantage de ce changement. Est-ce que vous avez cessé de faire ce que vous faisiez, ou alors vous avez pu le faire mieux que par le passé? Je n'ai pas tout changé. Je suis encore romaniste, je suis encore linguiste, mais je suis sortie des philologies romanes. Je ne suis pas anti-philologie romane, c'est seulement devenu pour moi trop traditionnelle, trop étroite et aussi trop solitaire. Comme je vous ai montré les érudites avant, les gens solitaires et trop hiérarchiques aussi. Et je suis convaincue que en combinant, en intégrant, je parle beaucoup plus d'intégrer les uns avec les autres. Je fais aussi une linguistique, une romanistique meilleure dans le sens de prendre en compte beaucoup plus de facteurs aussi, disons aussi
des influences et c'est une approche plus holistique, ça veut dire quelque chose. Et je pense que avec ce que je suis, comment dire, croire, non, je dois dire autrement, où j'ai commencé, c'était trop, la vue était trop étroite et et c'était toute une autre chose. Et je pense que collaborer ensemble, travailler sur le projet, aussi nous rendre compte que c'est pas nous seuls à faire quelque chose, c'est même pas nous seuls à produire un livre. Il y a beaucoup de monde qui contribue et il y a une grande discussion aussi maintenant de nommer les personnes qui vraiment contribuent à un projet, un livre et tout ça. Et comme ça, c'est aussi une autre culture, je pense aussi académique. Et les congrès encore aujourd'hui, pour moi, c'est, je sens toujours les sentinelles dans l'air. Alors c'est une expression un petit peu exagérée peut-être, mais ça veut dire c'est vivant, c'est très très vivant et comme ça ça répond à ta question, Emmanuel. Merci beaucoup, professeur. Je suis Elon Boulanger-Colbert. Je suis de la faculté des arts, lettres et sciences humaines, mais j'ai été prêté depuis 3 ou 4 ans en interne à l'Université de Yaoundé 1, à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, où je suis le coordonnateur des arts numériques. Et je sais que sur un certain plan, quand on établit les typologies, il y en a qui rangent les arts numériques dans les humanités numériques. Alors moi j'ai envie de me demander, peut-être pas interroger votre champ spécifique à vous en tant que chercheur, mais toutes les organisations que vous représentez également. Alors j'ai beaucoup entendu parler du texte comme matériau lorsque vous constituez les corpus. Et dans la spécialité à Polytechnique de Yaoundé que l'on nomme cybersécurité et investigation numérique, on travaille aussi sur l'image. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a dans les thématiques retenues par toutes ces organisations-là, des équipes qui sont orientées sur l'image davantage que sur le texte? C'est d'autant plus qu'il y a des applications nombreuses aujourd'hui, notamment en termes de ce qu'on appelle le profilage en ligne des internautes. Vous savez qu'il y a plusieurs autres applications, mais je retiens uniquement celle-là pour un départ. Donc voilà ma question pour vous. Merci beaucoup. Au début, c'était surtout le texte. Mais le champ a beaucoup évolué. Et maintenant, c'est le son, les images, le multimédia. C'est vraiment beaucoup plus qu'au début. Et les associations, elles ne sont pas fixées sur le texte, mais elles évoluent et les colloques évoluent avec le développement du champ. Et beaucoup des associations ont aussi des groupes d'intérêt spécifiques. Et là, on peut aussi voir comment se développe le champ. Par exemple, l'association à base de langue allemande, c'est pas de l'Allemagne, mais à base de langue allemande, on a maintenant 15 groupes d'intérêt. Il y a beaucoup d'images, de sons et de tout ça, non? Et il y aura aussi une conférence à la fin. C'est surtout sur le son. Alors, ce champ est très très vaste, très transdisciplinaire et s'enrichit, je pense, de toutes les disciplines et l'intérêt de beaucoup de côtés. Et je pense, selon moi, on devrait travailler ensemble. Aussi avec une faculté et avec les spécialistes
comme vous par exemple. C'est ça notre but, je pense. Je pourrais juste peut-être suggérer aux collègues, il existe un cadre qui travaille sur l'interopérabilité des images, l'International Image Interoperability Framework, IIIF. Donc si vous tapez sur Internet, vous verrez, peut-être que vous aurez des réponses, en tout cas même partiellement, à votre préoccupation. Merci, professeur. Je suis Marguerite Gladys de Yaoundé 1. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre leçon inaugurale. Et j'ai été particulièrement touchée par votre parcours. Donc, ma question est une curiosité de vos données, sur vos données, l'état actuel de vos données. Notamment, vous nous avez présenté le parcours lors de la rédaction de votre thèse depuis les années 80. Comment vous avez, avec beaucoup d'efforts, essayé de baliser vos données, de les apprêter pour les recherches. J'aimerais savoir, est-ce que actuellement, vos données, j'imagine vous les avez actualisées. Ça aussi, j'aimerais savoir si elles sont actualisées avec toutes les versions de TI. Et si actuellement, professeur, vous pouvez encore rentrer dans vos données, les questionner, si elles ont évolué avec les diverses versions de TI et quelle en est l'utilité actuelle. Merci. Alors ça c'est une question un petit peu dolente, mais le problème, pas de problème, au début, avec mon premier corpus des journaux italiens, il n'avait pas encore la TI. Le système de balisage que j'ai utilisé, c'est Cocoa, qui peut être transféré à TI, et une partie de cette corpus a été transformée par l'Oxford Text Archive dans une version TI. Le problème n'est pas que je ne voulais pas actualiser